Philippe Soupeau, Anjou, 1925, Grasset. Un. Julien dort. Que fait-il? Il ronfle. Que fait-il? Il rêve et il chasse une mouche. Julien s'éveille, il bâille, il s'étire, il se dresse sur son séant. Julien se précipite dans sa baignoire, lit le journal et fume. Il a la manie de faire plusieurs choses à la fois. « Je suis vivant », répond-il à chaque instant et, pour le prouver, il s'agite. Il avale son café au lait en écrivant des lettres et en jouant du piano sur la table. Julien est un grand garçon, très blond et très rose. Il mesure environ 1,90 m et pèse 72 kilos. Si vous ne le savez pas, il vous le dira. Il sort en faisant des moulinets avec sa canne et en sifflant. De temps en temps, il soulève son chapeau. Il est très populaire dans son quartier. Chaque matin, il serre la main du boulanger et du papetier. « Il fait beau », s'exclame-t-il, ou « Quel sale temps !» Il demande des nouvelles de toute la famille et des affaires. « Allons, tant mieux !» Et il s'en va, fier comme un cheval. Sa canne tourne entre ses doigts. Il marche vite, très pressé, très distrait. Il n'a que 5 minutes. Il presse le pas, il court presque. Les moulinets sont de plus en plus rapides et enfin, le voilà arrivé au Café du Globe, où il commande un picon citron et de quoi écrire. Julien est écrivain. Il bombe la poitrine, se tapote la joue et croise les jambes. Le garçon apporte le picon citron et Julien se met à écrire son grand poème. Il trempe lentement sa plume dans l'encre, l'examine, la fait cracher, appuie sa main sur le papier et se met à penser. Il cligne de l'œil, passe sa langue sur ses lèvres, renifle et retrempe sa plume dans l'encre. Il commence à écrire, très vite, puis s'arrête brusquement, se repose, se recule pour regarder de loin ses vers, hésite, puis, énergiquement, appuie sa main gauche sur son papier et serre la main. Il avoue, mon poème est une boulette. Il a très soif. Il boit d'un seul coup tout le picon citron et il tousse. Il change de table, commande un vermouth cassis et de quoi écrire. Il recommence. L'œil, le nez, la langue, tout marche, tout fonctionne. L'encre est mauvaise et le papier se déchire sous la morsure de la plume. Enfin, il écrit. Il écrit. Julien est un écrivain. Il est très fier de son métier et il aime qu'on le questionne, qu'on lui demande pourquoi il écrit, comment il compose ses poèmes, mais il ne répond pas directement. Il essaie une image. J'écris, dit-il, comme un arbre perd ses feuilles. Je marche, puis tout à coup, quelque chose dans la tête est trop lourd. Le verre est mûr et il tombe doucement, en tournoyant. Un autre jour, il déclare « Connaissez-vous ces machines américaines qui servent de comptable ? On appuie sur un bouton, un chiffre apparaît au sommet, et on rend la monnaie. Je suis semblable à cette machine, je rends la monnaie. » Écrire, continue-t-il, est difficile. Vous avez une idée, une bonne idée. Elle roule dans la tête comme la bille d'ivoire sur la roulette. Pendant plusieurs jours, elle tourne, puis ralentit et s'arrête enfin. J'ai gagné. Je n'ai plus qu'à me mettre à ma table et à écrire. Julien vient de rencontrer un ami. Ils se serrent la main, se mettent à rire et s'attablent. Julien parle très vite et essaye de persuader son ami que son prochain roman est un chef-d'œuvre. Il est en train de l'écrire. « Écoute Alfred, je sais que tu es intelligent et que tu pourras comprendre. Je t'expose en 2 mots le sujet. Un jeune homme, très blond et très grand, vit à Paris. Il travaille beaucoup, lit plus encore. Il est très vivant, il est aussi très actif. Ses vers ont beaucoup de succès. Un jour il tombe malade, il meurt. Désespoir de la famille et des amis. Je décris ce désespoir, l'enterrement, fleurs, couronnes, 1000 regrets. Très belle messe en musique. On ouvre le testament, on admire la philanthropie du mort. On organise des soirées consacrées à ses œuvres. La recette est versée aux œuvres destinées à la propagation du sport dans les classes pauvres. Tu vois le sujet, n'est-ce pas? Je crois que c'est assez vivant. Donne-moi sincèrement ton avis. » L'ami est un peu étonné et avoue qu'il trouve cette histoire macabre. Mais Julien se révolte. « Alfred, je te croyais plus intelligent, tu ne m'as pas compris. Tu es ridicule, mon pauvre ami. Je te préviens, tu fais trop la noce. Tu as les yeux battus et les lèvres violacées. Un bon conseil, ne fréquente plus ces bars. Cherche non seulement la santé physique, mais la santé morale. » Alfred s'esclaffe. « Julien, tu m'embêtes. Regarde-toi un peu dans la glace. Tu cherches maladivement la santé morale. Tu es nerveux. » Julien est sportif. Le lundi, il joue au tennis. Le mardi, au golf. Le mercredi, il fait de la course à pied. Le jeudi, il joue au rugby. Il est 3/4 L, mais il s'ennuie. Les mêlées lui paraissent trop longues et, pour se distraire, il crie « Vas-y, attention, marque-le !» Il critique, aboie, s'essouffle. Mais quand il tient le ballon, il ne veut plus le lâcher.
Il galope, fait des crochets, appelle au secours. Quelle déveine, une seconde de plus, je marquais entre les buts. Il ricane et il discute. Il trouve l'arbitre injuste, le terrain humide, ses coéquipiers maladroits. Ou bien il rit aux éclats, se moque du capitaine. Pourquoi faites-vous des sports, Julien? J'aime la santé, j'aime le sang rouge, le bœuf grillé, les pommes de terre frites et le vin naturel. J'aime bander mes muscles, les sentir répondre à mon appel. Je suis ainsi plus lucide, je me sens fort et vivant. Je respire aisément, j'ai un pouls normal, de bons yeux, un solide appétit. Je marche sans fatigue, je cours sans être essoufflé. Je soulève 50 kilos sans bronche et j'ai une bonne santé. Et Julien donne des exemples. Il saute par-dessus des chaises, saisit son interlocuteur à bras-le-corps, le soulève et va le poser à quelques mètres. Il fait toucher ses muscles, son biceps gauche, ses jarrets, tire la langue, déchire un jeu de cartes en souriant. Il se passionne pour les courses de bicyclette. Tous les champions routiers, tous ceux de la piste sont ses amis. Il les tutoie, les appelle par leur petit nom, par leur surnom. Il sait leur record par cœur, évalue leurs chances, indique le favori de la prochaine course. Ah, dit-il à son cher Alfred, si tu voyais l'effort de ces hommes. Leur dos se courbe, ils s'envolent, ils filent comme des flèches. Et sais-tu ce qui les attend? C'est un trait de peinture blanche ou un bout de ficelle à 300 kilomètres de là. Quel courage! Mais ceux qu'il préfère, ce sont les boxeurs. Ce sont des camarades, des amis. On rencontre Julien à une soirée pugilistique. Les yeux lui sortent de la tête. Il est rouge comme un coq. Il est essoufflé. Il bégaye pour expliquer le prochain match. On annonce le combat. Il se précipite à sa place et, avant le début du combat, il hurle pour encourager les boxeurs. Il lance des coups dans le vide en même temps que des commentaires. Il aboie, il siffle, il bat des mains. Comme il a chaud. Il ne se repose même pas entre les reprises. Il interroge ses voisins, il discute les coups. Puis tout à coup, il crie « Vas-y, la fineur !» Tout le monde le regarde naturellement, et il continue à hurler « Bande d'idiots! Qu'est-ce que vous avez à me regarder ?» Il crie de plus en plus, et il ne s'aperçoit même pas que le combat a repris. Il s'éponge. Sous la lumière, au mercure, tous les spectateurs sont verdâtres. Julien continue à être rouge écarlate. Il éclate. « Enlevez le ciné! À la porte !» Le combat reprend de plus belle. Sous un faux firmament étoilé de lampes électriques au clair d'une lune carrée, dans la brume épaisse du tabac, les deux grands corps blancs dansent, et tout à coup, un point noir, un point ganté jaillit et se pose avec un bruit sec. La danse continue, monotone. Un bras s'échappe, un coup sonne. Courbé, les dents serrées, un boxeur fonce et l'autre titube, tombe et rampe en écoutant des chiffres qui s'envolent dans un silence éblouissant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À 9, le corps qui se tordait à terre s'aplatit, les bras en croix. Vaincu. Un cri énorme. C'est Julien qui applaudit, siffle et tape du pied en même temps. Il s'arrête de siffler pour crier, de taper du pied pour se lever, d'applaudir pour agiter son chapeau. La foule se précipite autour du ring comme des fourmis. Julien parle très fort. Lui n'est pas encore vaincu. Le match de Julien contre ses voisins ne fait que commencer. Il serre des mains en saluant des amis, en leur donnant rendez-vous pour le prochain gala. Il rit, se précipite pour serrer la main du vieux camarade vainqueur, pour consoler le vaincu. La foule l'entraîne, il proteste. Il s'arrête enfin. Julien est sportif. Dans Paris, le soir, après ses luttes qu'il qualifie d'épiques, il se promène de bar en bar. Il parle à tous les clients pour leur raconter les prouesses du champion dont il fut un des soigneurs, par la voix. Il raconte et il enjolive son récit de détails inédits et splendides. Le sport, mes amis, il n'y a que cela. Voyez-vous, la santé du corps, c'est magnifique. Un beau torse, de bons poumons. Quand enfin il retrouve ses camarades, il ne se tient plus de joie. Il aperçoit Alfred. « Te voilà, crétin! Pourquoi n'es-tu pas venu ce soir au Veldiv? C'était homérique. Tu préfères traîner dans les rues ou sur les boulevards. Tu finiras poitrinaire. » Il accompagne ses recommandations de bourrade, mais dans un coin, il aperçoit des amis qu'il a rencontrés au match. « Henri, vous avez vu? Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Quel beau crochet du droit et du gauche. 1, 2. » Il s'attriste. Ne cherchez pas seulement la santé physique, mes bons vieux. Elle n'est rien sans la santé morale. Le grand mot est lâché. La santé morale. Il explique en faisant des gestes, il donne des exemples. On dirait un soldat de l'armée du salut. D'abord, il faut être gai. Et Julien bavarde. Julien avait ce qu'il appelait des crises, pendant lesquelles, après des périodes de mutisme, reflet d'une inconscience presque totale, il lui fallait avouer ce qu'il pensait. Il croyait improviser, mais les paroles qu'il prononçait si abondamment, presque voluptueusement, n'étaient que l'expression des pensées qui avaient mûri lentement, et à peu près secrètement, tandis qu'il était muet pour les autres et pour lui-même.
Il jetait hors de lui toutes les alluvions qui s'étaient formées autour de son cœur. Il interrogeait et affirmait, mais dès qu'il parlait, sa pensée jaillissante était tarie à sa source, et bientôt il retombait dans sa retraite, laissant vivre un fantôme qui s'agitait assez pour faire naître une légende vivante. Lorsqu'un mauvais jour l'envie le prenait de parler, il fuyait de préférence ses amis et recherchait la société d'inconnus ou de professionnels de la confession. À la dérobée, par intervalles, il examinait le visage de son interlocuteur, mais le plus souvent, il n'entendait que lui-même, étonné de son abondance et de son impudeur. Peu après, il se traitait d'idiot et considérait ce qu'il avait dit comme billevesé. Il recommençait pour avoir vite oublié. Très tard dans la nuit, il rentre enfin chez lui. Avant de sonner, il dit quelques mots à l'agent de service. Il trouve enfin son appartement, il se déshabille à la hâte, fait quelques exercices de gymnastique suédoise, remonte les pendules, absorbe le repas froid qu'il se fait préparer chaque soir, et il se met à écrire son grand roman. Il écrit. Les mouches volent, les pendules sonnent, les voitures de maraîchers écrasent des noix. Il écrit sur de larges feuilles blanches. Il s'étire, va ouvrir la fenêtre, la referme. Il écrit avec un stylographe qui lâche de gros pâtés. Tout est prêt. Julien commence. Je m'appelle Victor, j'ai 28 ans. On dit que je suis musicien, mais je suis surtout poète. La nuit, je rêve. J'ai aussi un grand chien danois. Je l'aime comme un frère. Le romancier s'arrête, se frotte les cheveux, relit sa page. Il fronce les sourcils. Non, non. Et il déchire la première feuille. Pour se changer les idées, il se précipite dans son cabinet de toilette, se douche longuement, soulève des haltères, se recoiffe et, vêtu d'un peignoir bleu ciel, il se remet au travail. La jeunesse. Je songe parfois au sang rouge qui coule dans mes veines, à mes cheveux très blonds. Lorsque je cours, je veux aimer mes muscles. Je suis né en Bourgogne, près de Mâcon. Les collines de mon pays sont douces comme des petits ânes. Il s'arrête. Une deuxième feuille est sacrifiée. Julien est désespéré et énervé. Il donne de formidables coups de poing sur un pauvre punching ball. Il bâille à se décrocher la mâchoire. Il comprend. Il n'y a plus à lutter. Il a sommeil. Il accroche à sa porte un écriteau qui ordonne à sa femme de ménage de le réveiller à 7 heures du matin. La tête sur l'oreiller, il s'endort en murmurant « La santé morale ». L'appartement de Julien lui ressemble étrangement. 4 pièces au rez-de-chaussée, rue du Colonel Moll, dans une maison neuve en papier mâché. Une petite antichambre noire comme un four, où fleurissent des accrochoirs, une petite table et un immense téléphone étincelant comme une pièce de 10 sous. Près de la porte d'entrée, un porte-parapluie, d'où jaillissent des cannes de tous les temps et de tous les pays, ce qui donne à cet ustensile l'aspect d'un palmier sans feuilles. On pénètre par une petite porte vitrée dans le salon. Julien appelle cette pièce son studio. Il l'a meublée d'une grande table, d'un grand divan, d'un énorme fauteuil, de pipes, de photographies de champions et de cendriers extravagants. De tous les côtés, des livres s'empilent. Il y en a partout, sur la cheminée et dans les tiroirs ouverts, sur le radiateur, par terre surtout. Il est difficile de faire 2 pas sans écraser un livre, mais il est encore plus difficile de s'asseoir. La salle à manger est quelconque, toute petite, avec une grande cheminée. Il y a presque autant d'assiettes que de livres. Julien estime en effet que dans une salle à manger il faut des assiettes, et il en a tapissé les murs. La chambre à coucher est encore plus petite. Un lit, une fenêtre, des livres et une immense armoire. La cuisine sert de niche aux chiens. La plus belle pièce de l'appartement, il faut ôter son chapeau avant d'y entrer, affirme Julien, c'est le cabinet de toilette, ou plus exactement, le cap de toile. Julien en est très fier. Quand il fait visiter son cagibi, il bonimente. Voici la baignoire, voici l'appareil à douche, système Poulain, voici le miroir Brault, voici le sando. Tout est blanc. Il y a 5 lampes devant 5 miroirs et pas de livres. Une immense toilette chargée de flacons d'alcool, d'embrocations, de pâtes pour massage, de gants de crin. Julien a fait installer une barre fixe, un punching ball. Dans un coin, il y a le gramophone. Au mur, des photographies retouchées, indiquant les 78 exercices que l'on doit faire avant de s'endormir et dès le réveil. Il est 10 heures. La femme de ménage, qui connaît le vocabulaire de Julien, frappe à la porte 1 fois, 2 fois. Elle crie « Monsieur, il est 7 heures ». Elle ouvre les volets qui claquent. Le soleil entre d'un seul coup et frappe Julien en plein visage. Il se dresse complètement engourdi, mais déjà il réclame les journaux. On lui tend l'auto ou Comédia. Si Julien commence sa journée par la lecture de l'auto, il sera sportif. Si c'est Comédia qu'il lit d'abord, il sera poète. Mais il s'habitue à la clarté du jour. Il est bercé par la prose des chroniqueurs sportifs ou littéraires, et lentement il s'affaisse. 1 heure plus tard,
Sa femme de ménage frappe à la porte en s'écriant « Monsieur, monsieur, il est 11 heures !» Julien se dresse, indigné, serre les poings et, furieux, dans un bâillement, se fait des reproches. La santé morale. Il jette loin de lui l'auto, comédia, ses livres, ses vêtements de nuit, et se douche consciencieusement. Glacé, trempé, il plonge dans un bain et en ressort couvert de savon et presque fiévreux. 11 heures, se répète Julien, 11 heures. Il décide de ne faire que 18 exercices parce qu'il est très tard, en se promettant de faire les 60 qui manquent dans la soirée. Pour n'en pas perdre l'habitude, Julien fait plusieurs choses à la fois. Il croque ses rôtis en allumant une cigarette et en lissant ses cheveux. Il boit son thé en choisissant son linge et en se grattant la tête. Déjà il parle. Quel costume vais-je mettre aujourd'hui? Voyons. Il faut que je termine mon poème ce matin. Mon costume vert, voilà. Une cravate, la noire avec des pois blancs, très bien. Julien s'habille à toute vitesse en déclamant du Baudelaire. Que m'importe que tu sois sage, sois belle et sois triste, les pleurs ajoutent un charme au visage. Mais il s'interrompt pour appeler la femme de ménage. Adèle, Adèle. On frappe à la porte. Comment allez-vous, Adèle? Et le chien, mon beau Texaco? Il faut lui préparer sa pâtée, un peu de gigot haché, une larme de jambon et beaucoup de purée de pommes de terre. S'il a été sage, vous mettrez du beurre. Et il continue à s'habiller. De temps en temps, il appelle Adèle, puis il chante. Il s'attriste, son roman ne va pas. Il pense à son ami Alfred, qui n'est pas sportif. Alfred, tu es fou. Ton corps est mou comme du beurre salé. Tes muscles ressemblent à des élastiques avachis. Écoute-moi. Et un peu de courage, il faut en finir. Puis il chante. Je suis toujours là, quand il ne faut pas. Ça m'a fait du tort dans la vie, ça. Le soleil est tout près, dans la rue. Un rémouleur agite une petite sonnette. Un tramway dans une avenue voisine sonne comme un lapin mécanique. Et Julien s'écrie. Comme je suis en retard. Midi. Tout le monde s'agite dans les rues, dans les maisons. Des allées et venues dans l'escalier énervent Julien, qui casse un lacet. De rage, il se précipite sur son punching ball. Il est prêt, enfin. Il sort, la canne à la main. Il salue très vite tous ses amis et presse le pas. Il pense à son poème, au championnat de tennis, à ses amis, à son chien, à sa santé. Il commence à écrire. Je ne sais pas ce matin la couleur du ciel. Suis-je triste? Je ne veux pas le croire. Mes amis sont tout près de moi. Alfred dont les yeux. Il cherche une image en regardant droit devant lui. De sa plume trempée machinalement dans l'encre s'échappe un gros pâté. Belle occasion de déchirer la feuille. Comme je suis nerveux, fait-il tout haut. Le garçon répond, c'est vrai, monsieur est très pâle. Julien se tâte les joues. Il a peur. Il commande un grog. Et il recommence à écrire. Où les grands vents s'endorment-ils? Je laisse tous les crimes impunis. Mon cœur bat, mes mains se tendent. Je ris dans le silence et dans la nuit qui tombe. Julien se désespère. Il préfère lire les journaux. Mais il n'y trouve aucun intérêt. Il rêve. Tout en agitant fébrilement son pied, il regarde devant lui, et il laisse aller sa pensée. Une boutique de coiffeur lui rappelle un tableau de Puvis de Chavannes, qui lui-même évoque une partie de tennis à Samoa. Et, comme des éclairs, des souvenirs de projets s'enchaînent, se soudent les uns aux autres. La rivière, l'eau de Mélisse, le casino de Deauville, la charge des avants du stade français, la couleur de son costume neuf. L'heure passe et Julien rêve. Son poème n'avance pas, mais il n'y pense plus. Il bondit tout à coup, il regarde l'heure, un sifflet de train vient d'évoquer un rendez-vous avec sa petite amie. Il hèle un taxi. Il sait qu'il est en retard. Il le croit sincèrement et se fait conduire à la Madeleine. Il rêve encore. Il s'énerve et frappe au carreau. Le chauffeur ne sait pas le chemin. Julien se penche à la portière. Prenez le faubourg Saint-Honoré. Puis il retombe dans le taxi, étale ses jambes sur les strapontins et, abandonné, il se laisse véhiculer par le chauffeur et par son rêve. Il parle tout haut. Berthe, mon trésor, je suis en retard, excuse-moi, je t'aime bien. J'ai beaucoup pensé à toi, mais il fallait que je termine mon poème. Et il s'attendrit. Cette pauvre petite, elle est si douce et si gentille. Et puis il faut l'excuser, elle n'a aucune santé. Elle mène une vie. Julien lève la main. Elle se couche tard. Julien se tape la cuisse. Elle s'inquiète de ses robes. Julien branle la tête. Elle bavarde. Julien serre les poings. Puis brusquement, il se met en colère. Berthe, tu n'es pas sérieuse. Je vais te donner un bon conseil. Repose-toi. Julien s'égare. Le chauffeur, qui ne connaît pas Paris, s'est trompé de route. Il conduit Julien à l'opéra. Comme un oiseau qui sort d'une cage, Julien est tout étonné de reconnaître l'opéra et le crédit foncier. Il oublie son rendez-vous. Berthe, je vais te dire une bonne chose. Julien dit toujours de bonnes choses. Il faut que tu dormes davantage.
Couche-toi de bonne heure. Le taxi s'arrête, Julien continue à dialoguer. Il questionne, il répond. Et pendant ce temps-là, Berthe s'impatiente. La petite amie de Julien est très sentimentale. Quand on lui a présenté Julien et qu'on lui a dit qu'il était poète, elle a eu le coup de foudre. Elle s'est rappelé toutes les romances du café-concert qu'elle chantait quand elle était ouvrière en journée. Reviens, reviens mon amour. Ou bien, quand reviendra-t-il le temps des cerises? Elle a eu une petite déception quand Julien lui a récité ses vers. Elle est un peu bête, mais si jolie. Elle ressemble à un oiseau malheureux. Ses yeux sont trop grands, sa bouche trop petite, ses mains trop grasses, ses chevilles trop fines. Elle rougit quand on dit un gros mot, parce que sa mère la battait. Elle aime beaucoup l'alcool, parce que son père l'aimait passionnément. C'est une brave enfant, dit la grosse Julie qui la protège, la grosse Julie qui tient le bar Baptiste. Berthe aime Julien. La réciproque est-elle vraie? Julien le prétend, mais il est tellement occupé qu'il ne manifeste guère son affection. Berthe a beaucoup d'admiration pour ce grand garçon qui parle tout le temps et qui est sportif. Quelquefois, Julien l'emmène à un match de rugby. Elle n'y comprend rien, mais regarde Julien s'agiter et le trouve très fort. Julien essaye bien de lui expliquer le jeu, mais elle ne comprend pas. Elle ouvre ses grands yeux et regarde passer Julien qui souffle comme un express. Aujourd'hui, elle est triste, parce que Julien lui avait promis de ne pas être en retard et que, naturellement, comme d'habitude, elle l'attend depuis 3/4 d'heure. La porte s'ouvre avec fracas. Berthe se lève. Elle a reconnu le coup de main. « Berthe, dépêche-toi, je t'emmène déjeuner au hall. » Il serre la main du barman, de la patronne, tient un pari. Berthe à la porte attend. « Dépêche-toi, crie Julien, et il la saisit par le bras, s'enferme dans le taxi. Julien demande des nouvelles de Berthe, donne des détails sur sa santé. La voiture ne démarre pas. Julien s'impatiente. « Allez !» crie-t-il au chauffeur. Et Julien donne de longues explications pour excuser son retard. « Mon poème, tu comprends. Il faut que je finisse mon poème. » Berthe écoute, se met de la poudre. Elle regarde Julien. Julien la regarde. « Tu es jolie aujourd'hui, dit Julien, qui a quelque chose à se reprocher. »« Tu es nerveux, répond Berthe. »« Comment ? Tu es folle, mon enfant. Jamais je ne me suis si bien porté. Je joue au tennis tout à l'heure et tu vas voir. » Mais il est tout de même inquiet. Il pense tout haut. « Suis-je vraiment nerveux ? Je crois que c'est à cause de mon roman qui n'avance pas. Berthe, connais-tu le sujet de mon roman ?» Berthe se frotte les ongles. Voilà. Un jeune homme meurt. Tout le monde est triste. Les parents, les amis. Je décris l'enterrement, les fleurs, les couronnes. On pleure le disparu. Et Julien continue. Berthe trouve cela très beau, comme tout ce que fait Julien. Il exulte. Tout à coup, le taxi s'arrête. Julien regarde, ne reconnaît pas les halles, descend de voiture et s'aperçoit qu'il est à la porte Maillot. Indignation. Le chauffeur explique. Vous m'avez dit ? Allez. Alors. Faux départ, ajoute Julien. Nous déjeunerons ici, Berthe. Berthe le suit. Comme chaque jour, il se hâte comme une libellule. Comme chaque jour, il parle comme un grillon. Comme chaque jour, il explique son roman à la manière des écureuils. La journée passe, la fièvre augmente. Julien se sent fatigué. Il ne veut pas se reposer, comme un sanglier. À 5 heures, il veut rentrer chez lui. Berthe ne veut pas le quitter. Elle pleure. Julien s'impatiente. Mon roman ! Il s'enfuit en donnant rendez-vous à Berthe à 11 heures chez elle. En rentrant, Julien ne veut pas perdre une minute. Il se met à écrire. À 6 heures, Alfred sonne. Julien lui prête 100 francs, mais à 2 conditions. Alfred doit s'en aller tout de suite et Alfred jouera au tennis. C'est promis. Il écrit « La mort de Victor surprit tout le monde. On le regrettait. Si jeune, disait-on. Et on pensait au poète, à l'écrivain. Il était si vivant. »